Bonjour à tous et à toutes, ici le voyageur des terres. Alors, voici maintenant la troisième partie de mon récit sur la peur qui rôde. J'espère que le récit vous plaît jusqu'à présent. Je vous laisse vous installer, mon récit va commencer. La nuit du 8 novembre 1921, au milieu des hurlements de la tempête, j'étais seul et je creusais comme un démon dans la tombe de Jeanne Martens. J'avais commencé à creuser dans l'après-midi, parce qu'un orage se préparait. Et maintenant qu'il faisait nuit, et que l'orage grondait au-dessus des feuilles à l'épaisseur étrange, j'étais heureux. Je crois que j'avais eu l'esprit passablement dérangé par ce qui était arrivé le 5 août. L'ombre monstrueuse dans la maison, la fatigue, la déception, et enfin, au mois d'octobre, ce que j'avais vu au hameau pendant l'orage. Après ce dernier événement, j'avais creusé une tombe pour un homme dont je ne comprenais pas la mort. Je savais que les autres ne comprendraient pas non plus. Aussi, leur laissai-je croire qu'Arthur Monroe avait tout simplement disparu. On chercha partout, mais en pure perte. Les montagnards, eux, auraient pu comprendre, mais je n'osais pas les effrayer encore. Je semblais moi-même étrangement insensible. Le choc que j'avais éprouvé dans la maison sur la colline avait ébranlé mon cerveau. J'étais obsédé par la recherche de ce monstre, qui avait pris dans mon esprit des proportions gigantesques. Recherche que le tragique destin qu'Arthur Monroe me fit jurer de garder secrète. Le décor de l'endroit où je creusais aurait suffi à ébranler les nerfs d'un homme ordinaire. Des arbres sinistres, aux tailles anormales et d'aspect grotesque, me contemplaient d'en haut, comme les colonnes d'un quelque temple infernal, assourdissant le bruit du tonnerre et celui du vent, laissant passer quelques rares gouttes de pluie. Là-bas, au-delà des troncs meurtris, illuminés par de faibles éclairs, se dressaient les pierres humides et couvertes de lierre de la maison abandonnée. Un peu plus près s'étendait le jardin hollandais, aux allées et aux massifs pollués par une végétation surabondante, blanche, fétide et corrompue, qui n'avait jamais reçu la pleine lumière du jour. Tout près se trouvait le cimetière familial, où les arbres difformes étendaient leurs branches folles, pendant que leurs racines soulevaient hideusement les dalles, suçaient les sucs vénéneux du sous-sol. De temps en temps, au-dessous du brun manteau de feuilles qui pourrissait et suppurait dans l'obscurité de cette forêt d'antédiluvienne, je pouvais déceler les contours sinistres de ces petits monticules qui semblaient caractéristiques à cette région meurtrie par la foudre. C'est l'histoire qui m'avait amené à cette tombe ancienne. L'histoire, en fait, c'était tout ce qu'il restait, maintenant que tout le reste avait sombré dans un satanisme dérisoire. Je croyais alors que cette peur qui rôdait n'était pas une chose matérielle, mais un fantôme au croc de loup qui chevauchait les éclairs à minuit. Je croyais, en raison de nombreuses traditions locales que j'avais recueillies au cours de mes recherches en compagnie d'Arthur Monroe, que le fantôme était celui de Jeanne Martens, mort en 1762. C'est pourquoi, comme un démon, je creusais dans sa tombe. La maison des Martens fut bâtie en 1770 par Gerrit Martens, riche négociant de la Nouvelle-Amsterdam, qui haïssait le changement apporté par la souveraineté britannique. Il avait fait élever cette magnifique demeure dans une forêt isolée dont la solitude vierge et le décor étrange lui plaisaient. Sa seule déception était la fréquence des orages d'été. En choisissant cette colline pour y bâtir sa demeure, Miner Martens avait attribué ces phénomènes à une particularité de cette année-là. Mais, avec le temps, il s'aperçut que l'endroit y était décidément sujet. À la fin, les orages lui donnaient mal à la tête. Il meubla une cave où il put se retirer pour échapper à leur vacarme infernal. On en sait moins encore sur les descendants de Gerrit Martens que sur lui-même, puisque tous furent élevés dans la haine de la civilisation britannique et rompirent avec les colons qui l'avaient accepté. Ils menaient une vie extrêmement retirée, et les gens disaient que leur isolement leur avait fait l'esprit lourd et la parole difficile. Physiquement, ils présentaient une certaine particularité héréditaire. Ils avaient les yeux vairons. L'un était généralement bleu et l'autre brun. Leurs contacts sociaux se firent de plus en plus rares, et à la fin, ils prirent femme dans les familles des serviteurs du domaine. Une grande partie de cette nombreuse famille dégénéra, s'en alla de l'autre côté de la vallée et se mêla à la population bâtarde qui devait produire cette race pitoyable des montagnards. Les autres s'accrochèrent obstinément à la demeure de leurs ancêtres,
de plus en plus ancré dans l'esprit de clan, de plus en plus taciturne et de plus en plus sensible aux orages. La plupart de ces renseignements parvinrent au monde extérieur par l'entremise de Jan Martens, le jeune, personnage aventureux qui s'engagea dans l'armée des colons quand la nouvelle de la convention d'Alba parvint au monde des tempêtes. Ce fut le premier descendant de Gerrit Martens à voir le monde. Lorsqu'il revint en 1760, après 6 ans de campagne, son père, ses oncles et ses frères lui vouèrent la même haine qu'à un étranger, en dépit des yeux qui la verront comme tous les Martens. Il ne se sentait plus la force de partager les préjugés de sa famille. Les orages, même de la montagne, ne réussissaient plus à l'exciter comme autrefois. Au contraire, le pays le déprimait, et dans ses lettres à un ami d'Albanie, il s'ouvrait fréquemment de son projet de quitter le toit paternel. Au printemps 1763, cet ami d'Albanie, John Clifford, s'inquiéta du silence de son correspondant, surtout étant donné les circonstances et l'atmosphère querelleuse qui régnaient chez les Martens. Décidé à rendre lui-même visite à Jan, il s'en alla à cheval dans la montagne. D'après son journal intime, il arriva au mont des Tempêtes le 20 septembre et trouva la maison dans un grand état de délabrement. Les Martens, êtres taciturnes, aux yeux étranges, le rebutèrent par leur allure animale et négligée, et lui dirent de leur voix rauque que Jan était mort. Ils précisèrent qu'il avait été tué par la foudre, l'automne précédent, et qu'il était enterré dans le jardin, mal entretenu situé en contrebas. Ils lui montrèrent la tombe, nue, sans fleurs ni inscription. Les Martens déplora Clifford, et leur comportement éveilla ses soupçons. Une semaine plus tard, il revint avec une bêche et une pioche pour fouiller le cimetière. Il découvrit ce à quoi il s'attendait, le crâne horriblement éclaté, comme s'il avait reçu un coup violent. Dès son retour à Albany, Jonathan Clifford accusa ouvertement les Martens de l'assassinat de leurs parents. On manquait de preuves légales, mais l'histoire se répandit rapidement dans la campagne, et depuis ce temps, les Martens furent tenus à l'écart. Personne ne voulait avoir affaire à eux, et à leur lointaine demeure, considérée comme maudite. Ils étaient fuis de tout le monde. Ils réussirent cependant à ne dépendre de personne, et à vivre des produits de leur domaine. Parfois, des lumières venues de la lointaine colline attestaient qu'ils étaient toujours là. On les vit jusqu'en 1810, mais les derniers temps, elles se faisaient de plus en plus rares. Pendant ce temps, il se formait à propos de la maison et de la montagne un ensemble de légendes diaboliques. On n'en invita que plus assidûment la maison, et la tradition s'accrut de tous les mythes imaginables. Personne n'alla au mont des Tempêtes jusqu'en 1816, date à laquelle les montagnards finirent par remarquer qu'il n'y avait plus jamais de lumière. On y fit alors une expédition en groupe, et l'on trouva la maison abandonnée et en ruine. Comme on ne découvrit pas le moindre squelette, on en déduisit que les Martens avaient décidé de partir avant de mourir. Ce départ semblait déjà ancien, et des hangars improvisés montraient que la famille avait dû être très nombreuse les derniers temps. Son niveau de vie était tombé très bas, comme le prouvait le mobilier délabré et l'argenterie dépareillée. Il devait être inutilisé depuis longtemps déjà, avant le départ des propriétaires. Malgré ce départ, on continua à avoir peur de la maison hantée. Cette peur s'intensifia lorsque des histoires de plus en plus étranges naquirent parmi les montagnards dégénérés. Abandonnés, redoutés et associés à jamais au fantôme de Jan Martens, telle elle était encore cette nuit où je creusais dans sa tombe. J'ai dit que je creusais comme un démon, et c'est vrai. J'avais eu tôt fait de déterrer le cercueil de John Martens. Il ne contenait plus que de la poussière et du salpêtre. Mais, dans mon désir forcené d'exhumer son fantôme, je fouillais maladroitement et sans méthode au-dessous de l'endroit où il avait reposé. Dieu seul sait ce que je m'attendais à trouver. J'avais seulement l'impression que je creusais dans la tombe d'un homme dont le fantôme rôdait la nuit. Je ne puis dire à quelle profondeur monstrueuse j'atteignis avec ma bêche. Bientôt, mes pieds traversèrent le sol, et je tombai dans un trou. Étant donné les circonstances, c'était un événement prodigieux. L'existence d'un souterrain confirmait mes théories les plus folles. Ma lanterne s'était éteinte pendant ma chute, mais je tirai ma lampe de poche et examinai le tunnel, qui s'étendait à l'infini dans 2 directions opposées. Il était largement assez vaste pour qu'un homme s'y glissât,
bien que nul être saint d'esprit ne s'y fût risqué par un pareil moment. J'oubliais le danger, la raison et le souci de la propreté, dans mon idée fixe de faire sortir le démon de sa cachette. Je pris la direction de la maison, et je me glissai avec témérité dans l'étroit boyau. J'avançai rapidement, en rampant, tâtonnant comme un aveugle, et me servant que rarement de ma lampe. Quelle langue aurait pu décrire ce spectacle? Un homme, perdu dans les entrailles de la terre, avançant, en se tordant, respirant avec peine, grattant le sol comme un fou, dans les détours ensevelis de cette obscurité sans âge. Le temps était aboli. Je ne me souciais plus du danger. J'avais même oublié le dessein que je poursuivais. Certes, il y avait là quelque chose d'ignoble, mais c'est pourtant ainsi que la chose se passa. À la fin, le souvenir même de la vie s'effaça, et je ne fis plus qu'un avec les taupes et les larves des profondeurs. Ce ne fut vraiment que par accident que j'appuyai sur le bouton de ma lampe électrique, de sorte qu'elle se mit à briller mystérieusement dans le boyau de terre desséché qui continuait à se tordre et à s'allonger devant moi. J'avançais sans doute depuis un certain temps, et ma pile était presque à bout de course, lorsque, le couloir remontant brusquement, je dus changer ma manière d'avancer. Je levai les yeux, nullement préparé à voir briller au loin 2 reflets démoniaques de ma lampe expirante. 2 reflets d'une luminosité funeste sur laquelle le doute n'était pas permis, éveillant en moi des souvenirs vagues et affolants. Je m'arrêtai automatiquement, mais je n'eus pas l'intelligence de retourner sur mes pas. Les yeux approchaient, et pourtant, de la créature à laquelle ils appartenaient, je ne distinguai qu'une griffe. Mais quelle griffe! Puis, très loin, au-dessus de ma tête, j'entendis un craquement que je reconnus. C'était le tonnerre de la montagne, saisi d'une fureur hystérique. Je remontais déjà depuis quelque temps, et la surface, maintenant, n'était plus très loin. Le bruit assourdi du tonnerre. Ses yeux continuaient à me fixer, avec une méchanceté froide. Dieu merci, j'ignorais alors ce que c'était, sinon je serais mort. Mais je fus sauvé par le tonnerre, qui avait appelé cette chose, car, après une attente atroce, éclata du ciel invisible un de ces coups de foudre dirigés contre la montagne, et dont j'avais remarqué çà et là les répercussions, sous forme d'entailles dans la terre meurtrie, et de météorites de tailles diverses. Avec une rage cyclopéenne, la foudre déchira le sol, au-dessus de ce puits damné, m'aveuglant et m'assourdissant, mais sans cependant me faire perdre complètement connaissance. Dans ce chaos de terre glissante et mouvante, je griffai et me débattis, jusqu'au moment où la pluie, tombant sur mon visage, me ranima. Je m'aperçus alors que j'étais revenu à la surface, dans un endroit qui m'était familier. Une pente abrupte, sans arbre, de la montagne. D'autres éclairs illuminèrent le sol défoncé, avec les restes du bizarre petit tertre, qui s'étendait depuis le sommet boisé. Mais il n'y avait rien dans ce chaos qui révélât l'endroit d'où j'étais sorti du souterrain mortel. Mon cerveau également était un chaos. En apercevant au loin une lueur rouge, je compris par quelle horreur je venais de passer. Lorsque 2 jours plus tard, les montagnards me dirent ce que signifiait cette lueur rouge, je ressentis une horreur plus grande encore que celle qui m'avait déjà assailli dans le souterrain à la vue de la griffe et des yeux, car ce qu'elle impliquait était accablant. Dans un hameau éloigné de 35 kilomètres, une orgie de terreur avait suivi le coup de foudre qui m'avait ramené à la surface. Et une chose sans nom était tombée d'un arbre dans une cabane au toit branlant. Elle avait eu le temps de frapper, mais les gens du pays, fous de rage, avaient mis le feu à la cabane avant qu'elle eût pu s'échapper. Cela s'était passé au moment même où la terre s'était effondrée sur la créature à yeux et à griffes. Voilà, c'est la fin de la 3e partie du récit. Je vous dis à la prochaine fois pour la partie suivante.